Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois d'octobre. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que quelques graphiques à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de Retourner à la mer par Raphaël Laroche. Ensuite, ce sera au tour de Une trace dans le temps, le tome 4 des Chroniques de Saint-Marie par Jodi Taylor. Après ça, je vous parlerai de Sous les étoiles silencieuses par Laura McVeigh aux éditions Fleuve. Et puis, côté roman, je terminerai avec Le démêleur de rêves par Karina Rosenfeld. Côté graphique, j'ai donc deux choses à vous présenter. Tout d'abord, les deux derniers tomes, donc, on en reparlera, mais en tout cas les tomes 1917 et 1918 de La guerre des Lulu. Et je vous parlerai également de mon avis sur le sketchbook Fragment de Tiffs que je viens de recevoir. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Retourner à la mer par Raphaël Laroche. Raphaël Laroche est plus connu sous le nom tout simplement de Raphaël. Il s'agit du chanteur, compositeur-interprète, donc notamment de la chanson Caravane, qui est encore une de mes chansons préférées à ce jour, alors qu'elle date quand même maintenant d'il y a quelques années, mais c'est vrai que voilà, c'est une chanson que j'aime particulièrement et c'est vrai que de manière générale, il y a pas mal de ces chansons que j'aime beaucoup et qui me sont vraiment restées en tête au fil des années. Et du coup, Raphaël Laroche s'est lancé donc dans l'écriture avec ici un recueil de nouvelles et il a remporté notamment le prix Goncourt de la nouvelle pour la nouvelle qui s'appelle donc Retourner à la mer, qui est la dernière de ce recueil. Et du coup, oui, j'étais assez curieuse quand même de découvrir ça. Je l'ai depuis quelques temps maintenant dans ma pile à lire. Il était temps que je le découvre. Je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie pour laquelle il fallait lire des nouvelles. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Après, je dois dire que malheureusement, ça a un peu été une déception pour moi. On peut même dire que ça a été une déception pour moi, ce recueil de nouvelles. En fait, Raphaël Laroche nous parle dans ses nouvelles à chaque fois de personnages, enfin très régulièrement en fait, de personnages qui sont vraiment dans des situations très compliquées, avec des histoires en fait un peu assez sordides, des personnages un peu pathétiques, et du coup c'est vrai que c'est pas du tout le type de personnage auquel moi personnellement j'accroche, d'autant plus quand c'était en assez peu de pages. La première nouvelle nous met directement dans l'ambiance du truc, ça se passe dans un abattoir pour vous situer. Ensuite on a des nouvelles avec de l'alcoolisme, avec des SDF, enfin voilà. Alors certes, tout ce qui est décrit, je pense que ce sont des réalités, mais voilà, le problème c'est qu'en fait pour moi toutes ces choses étaient tellement sordides que du coup j'ai eu du mal à voir autre chose dedans. J'ai eu souvent du mal du coup à m'intéresser vraiment plus à la qualité littéraire, même si je dois quand même dire qu'à chaque fois, malgré le fait que les nouvelles soient très sordides, elles réussissaient à vraiment me prendre. Mais voilà, il n'y a que certaines nouvelles, mais qui sont quand même assez rares, dans lesquelles j'ai réussi à passer au-delà du côté comme ça, pour vraiment apprécier le texte de la nouvelle en elle-même et ses thèmes. C'était notamment le cas avec Retourner à la mer d'ailleurs, qui est la dernière nouvelle, dans laquelle le personnage est un gros personnage pathétique par excellence en fait à nouveau, qui est avec sa mère, qui fait tout pour montrer à sa mère qu'il ne l'aime pas, alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas, enfin bref, et donc il y a toute une histoire avec effectivement le fait du retour à la mer. J'ai plutôt mieux apprécié du coup enfin elle fait partie en tout cas des nouvelles que j'ai plutôt appréciées dans ce recueil, mais il n'empêche que ça reste un recueil que j'ai pas spécialement apprécié. Et si Raphaël Laroche publie d'autres choses, je ne suis pas sûre que je les lirai, en tout cas je ferai bien attention au thème dont ça parle avant. Mais si on reste un petit peu dans ce type de lecture, ça a beau être plutôt bien fait, c'est pas pour moi. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu le quatrième tome des Chroniques de Saint-Marie avec donc Une trace dans le temps par Jodi Taylor aux éditions Hervé Chopin. Il s'agit d'une série de science-fiction dans laquelle on suit le personnel de Saint-Marie, qui est un institut d'histoire, enfin d'études de l'histoire. Et en fait, on suit des psychohistoriens qui du coup ont développé une certaine technologie, à savoir que quand ils veulent avoir plus de renseignements sur une époque, et bien c'est très simple, ils y vont. En gros, ils prennent des petites capsules spatio-temporelles et voilà, ils se rendent dans l'époque en question qu'ils avaient envie d'étudier. J'aime beaucoup ce principe, j'aime énormément le groupe de personnages qui a été créé par Jodi Taylor, avec ce personnage principal de Maxwell qui est absolument génial, qui est super drôle, qui est super gaffeuse, enfin voilà, j'aime énormément son personnage, j'aime beaucoup aussi tous les autres personnages qui l'entourent. Et à chaque fois, c'est pour moi un immense plaisir de les retrouver dans leurs aventures. Il arrive toujours des aventures complètement invraisemblables. Il s'agit d'une série qui est quand même assez longue en VO et donc les tomes sont progressivement traduits en sachant qu'il y a quand même un bon rythme de traduction.
Celui-ci vient de sortir au début du mois d'octobre et le prochain tome sort je crois en février ou mars 2020, donc voilà, il y a quand même une attente qui est assez raisonnable entre les tomes, donc c'est vraiment chouette. Du coup je peux pas vraiment vous parler de l'histoire de ce tome-ci en particulier, mais à la fin du tome 3 quand même il se passe des événements qui vont un petit peu changer la donne, et du coup voilà, forcément du coup ça suit cette lancée là ici. Du coup c'est un arc narratif qui m'a peut-être un peu moins embarqué que ce qu'il y avait avant. Même si j'ai pris plaisir à retrouver les personnages. Après, je regrette également un petit peu le fait que, en fait, dans ce tome-ci, il y a toute une partie de course-poursuite. Et du coup, en fait, c'est vrai que nous, on nous vend un peu le fait que ça va se passer notamment au moment de l'éruption du Vésuve, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses un peu alléchantes en termes de période historique. Et du coup, comme en fait, c'est une course-poursuite, les personnages ne restent pas très longtemps à chaque fois. Il y a aussi un petit peu d'Égypte antique, mais c'est pareil, c'est très rapide. Du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue par ça. J'aurais bien aimé que ça se prolonge un petit peu plus, même si c'est expliqué donc par la trame narrative. Donc voilà, c'est un tome que j'ai trouvé intéressant, même si c'est vrai que la redistribution des cartes qui a été faite fait que j'adhère un petit peu moins pour l'instant à cet arc narratif. Après, j'ai quand même très hâte de voir la suite, que je lirai avec grand plaisir, et j'ai mis la note de 16/20 à ce 4e tome. Ensuite, je me suis lancée dans un roman qui commençait un petit peu à traîner dans ma pile à lire. Il s'agit de Sous les étoiles silencieuses de Laura McVeigh aux éditions Fleuve. Celui-ci également faisait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais mis dans la catégorie autour des étoiles et du thème astral, alors que ça n'en parlait pas du tout. Mais voilà, il y a juste cette référence aux étoiles dans le titre, et du coup je me suis dit, allez c'est bon, on peut le mettre dedans. Et du coup ça m'a permis donc enfin de sortir ce livre de ma pile à lire. Il s'agit d'un roman qui fait à peu près 300 pages et dans lequel on va suivre une famille avec notamment notre personnage principal qui s'appelle Afsana, qui est une jeune fille afghane de 15 ans. Et en fait, pendant ce voyage, enfin pendant ce roman, c'est un roman qui se passe avec deux temporalités différentes. Les chapitres sont alternés une fois sur deux. Il y a une temporalité dans laquelle Afsana est avec sa famille dans le Transsibérien. On nous explique en fait qu'ils ont fui l'Afghanistan qui était en guerre, qui l'est toujours, pour essayer de se réfugier, pour essayer de survivre. Et donc en fait qu'ils sont maintenant dans le Transsibérien, qui fait donc ses allers-retours, et en parallèle de ça, eh bien, on a Afsana qui va nous raconter donc toute l'histoire de sa famille, depuis leur fuite qu'ils ont dû faire depuis Kaboul, ensuite comment ils se sont réfugiés dans les montagnes, et puis ensuite comment ils en sont arrivés jusqu'au Transsibérien. C'est une histoire que j'ai vraiment trouvée très intéressante et qui parle à nouveau, c'est ce que j'aime en fait dans les histoires qui parlent comme ça de migration, de fuite de tous ces pays en guerre, c'est qu'en fait ça nous montre pourquoi les gens le font, et ils le font pas parce que ça leur plaît. En fait ils sont très attachés à leur terre, ils sont très attachés à leur culture, mais c'est plus possible en fait, s'ils restent ils vont mourir. Donc ils commencent à voir tous les gens autour d'eux qui meurent, etc. Et c'est ça en fait qui motive la fuite, c'est pas juste je vais aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Enfin voilà, les motivations ne sont pas tout à fait celles-ci. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un roman qui vers le milieu change complètement de perspective, en tout cas qui nous fait complètement changer de perspective sur le récit, parce qu'on va comprendre qu'il y a certains événements qui se sont passés, et voilà, du coup ça remet un petit peu en question ce qu'on vient de dire avant. J'ai bien aimé ça, j'ai été assez surprise par ce passage-là que j'ai dû relire histoire d'être sûre que j'avais bien compris ce que j'avais lu. Mais voilà, en tout cas c'est un récit que j'ai vraiment apprécié. C'est une lecture qui est quand même assez sombre dans l'ensemble. Ça traite de pas mal de choses compliquées comme on peut se l'imaginer en fait avec des migrants qui fuient l'Afghanistan. Mais malgré ça j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une note d'espoir en fait qui ressort de ce récit, et j'ai bien apprécié ça. Le personnage d'Afsana m'a vraiment plu, et ça parle quand même pas mal du dépassement de soi et également de la résilience. Qui sont des thèmes pareils que j'aime bien retrouver et qui je trouve étaient bien traités. Donc voilà, ça a été un récit qui a été assez surprenant donc pour moi par le virage qui est effectué, mais sinon c'est un récit que j'ai globalement vraiment apprécié. Je lui ai mis la note de 17/20 et je vous encourage à le découvrir. Ensuite, j'ai lu donc Le Démêleur de rêves par Karina Rosenfeld, publié aux éditions Scrinéo, que j'ai reçu de leur part. Comme d'ailleurs sinon les Chroniques de Saint-Marie également, je les reçois de la part de Hervé Chopin. Donc pour Le Démêleur de rêves, c'est un récit que j'étais très contente de découvrir, parce qu'en fait j'aime vraiment bien le travail de Karina Rosenfeld. J'ai pas lu énormément de ses titres pour l'instant, mais j'ai lu notamment sa duologie Zalim, qui est également publiée chez Scrinéo, qui est de la fantasy. J'avais beaucoup accroché au premier tome, le tome 2 un petit peu moins par certains côtés, mais il n'empêche que ça restait une lecture qui m'avait vraiment bien plu, donc j'étais curieuse de la découvrir dans autre chose. Et c'est donc chose faite avec Le Démêleur de rêves, puisqu'ici on est dans un récit de science-fiction.
C'est pas forcément le type de récit vers lequel moi je me tourne personnellement, tout ce qui est autour de voilà, des conquêtes spatiales, des voyages dans l'espace, etc. C'est pas forcément des thèmes qui m'attirent plus que ça, je dois dire. Mais ce que j'ai vraiment bien aimé ici avec ce récit, c'est que c'est un récit qui est extrêmement fluide et qui est très facile à suivre, alors que ça traite justement de tous ces thèmes-ci qui sont souvent rattachés en fait à des livres assez complexes, etc., assez pointus, et en fait non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très facile à suivre, j'ai trouvé. Pour ce qui est de l'histoire, en gros, il y a maintenant 101 planètes qui sont habitées par l'homme. En sachant que l'homme maintenant a un petit peu évolué et notamment qu'il s'amuse pas mal à faire des petites modifications génétiques. Donc voilà, maintenant il y a plus des chirurgiens esthétiques mais des chirurgiens génétiques qui vous modifient carrément votre petit patrimoine génétique pour se dire alors lui il veut des oreilles de chat, lui il veut des griffes de guépard, enfin voilà. Du coup chacun peut se modifier un petit peu comme il veut et nous on va suivre en fait quelques personnages qui n'ont pas vraiment réalisé de modifications sur eux et ensuite donc principalement on va dire 3 personnages. On a un personnage qui est le personnage de Neven, qui est un démêleur de rêves. On a ensuite 2 personnages, le personnage de Jethro et de sa fille qui s'appelle Elisha, qui est justement une rêveuse. En fait, il y a maintenant que très peu d'humains qui ont la capacité de rêver. Ceux qui rêvent en fait envoient leurs rêves directement à des démêleurs de rêves et ensuite les démêleurs de rêves en gros ce sont des monteurs et du coup ils se servent de ces rêves qu'ils reçoivent pour essayer d'en tirer les ficelles, etc., pour ensuite constituer un film. Et c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup faire. La plupart des gens en fait, il y a plein de personnes en fait qui juste ne sortent pas de chez eux et qui font que regarder des films et en commentant, en interagissant, etc., ils peuvent gagner des crédits et du coup vivre comme ça. Donc là, du coup c'est vraiment quelque chose de très lucratif chez eux. Les démêleurs de rêves sont des superstars. Et du coup, Neven, justement, lui est un jeune démêleur de rêves qui a une très très bonne réputation. Et il va apprendre qu'il y a toute une histoire autour d'un rêveur, qui est le rêveur 1110. Et ce rêveur 1110, en fait, a priori, produit des rêves qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Et notamment, en fait, elle rêve systématiquement des mêmes choses, mais avec certaines petites modifications. Et à côté de ça, ces autres rêves servent à chaque fois à Neven à faire des super beaux films. Il va recroiser un ancien démêleur de rêves, qui a été donc un de ses anciens collègues, en quelque sorte, qui va lui dire qu'il veut absolument récupérer les rêves maintenant du rêveur 1110. Neven n'est pas hyper branché et donc du coup en fait il va s'interroger sur ce fameux rêveur 1110 et comme vous l'aurez sûrement compris, ce fameux rêveur ce n'est autre qu'Elisha, donc la fille adoptive de Jethro, qui a une vingtaine d'années et qui effectivement donc elle a la capacité de rêver. Jethro quant à lui, c'est une des rares personnes qui continue encore à avoir un emploi qui nécessite de sortir de chez lui et donc en fait il est réparateur du fil qui sont les connexions qui ont été faites pour pouvoir circuler entre les différentes planètes. Donc voilà pour le résumé, on est donc quand même sur un résumé assez complexe mais franchement j'ai trouvé que le récit était très facile à suivre, on comprend assez vite comment tout s'installe et j'ai bien apprécié ça. Il y a également quelques robots et les robots sont régis par les lois de la robotique d'Asimov, ce que j'ai bien aimé également. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Je trouvais que c'était un récit qui était très facile à lire, après c'est les polices Scribnéo qui sont écrites très gros, hein. Donc voilà, mais oui, vraiment j'ai trouvé que c'était très ouais, très prenant. Et puis donc il y a toute une histoire derrière ces fameux rêves d'Elisha qui vont cacher en fait un secret et quelque chose qui a été enfoui il y a longtemps. Et j'ai bien aimé tout ça. La fin part un petit peu dans quelque chose d'un petit peu étrange, mais bon. En tout cas c'est un récit que j'ai bien apprécié, qui m'a donné envie de continuer à découvrir des romans de Karina Rosenfeld. Peut-être plutôt avec d'autres genres, hein, avec ces récits qu'elle a fait qui se rapprochent plus à la fantasy, mais en tout cas c'est un récit voilà, que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé très fluide et que du coup je vous recommande si les thèmes vous tentent. Surtout n'hésitez pas, il est vraiment très accessible, j'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite je vais donc vous parler des tomes 4 et 5 de La Guerre des Lulus par Régis Sautière et Hardock. Donc le tome 4 qui s'appelle 1917 La Déchirure et le tome 5 donc 1918 La Der des Der. Ce sont 2 tomes que j'avais maintenant depuis un petit moment dans ma pile à lire. La Guerre des Lulus c'est une série que j'ai commencé à lire il y a pas mal de temps maintenant en fait je les ai achetés après chez France Loisirs. J'avais acheté le tome 4 quand il avait été proposé chez France Loisirs, après j'avais attendu en fait la sortie du tome 5 chez eux. Il est sorti déjà il y a un petit moment donc ça fait quand même aussi longtemps que je l'avais dans ma pile à lire. Et je me suis dit qu'il serait enfin temps de me replonger dedans. Pour ça j'ai dû refeuilleter un petit peu la fin du tome précédent puisque je ne me souvenais plus forcément où ils en étaient. J'avais d'ailleurs commencé à les lire à un autre moment mais j'étais trop perdue dans l'histoire, il fallait que vraiment voilà, je reprenne un petit peu le fil de tout ça.
Concernant cette histoire, en fait, La guerre des Lulus, c'est l'histoire de 4 jeunes garçons qui sont dans un orphelinat et qui en fait ont été oubliés parce qu'ils étaient en train de jouer dans la forêt au moment où tout l'orphelinat a été embarqué pour partir, je crois, en Suisse, ou en tout cas en terrain neutre, afin de protéger tous les enfants de la guerre. Et donc ces 4 enfants ont été oubliés, ils vont se réunir entre eux et puis finalement ils vont s'entraider. Il s'agit de 4 jeunes garçons et ils ont tous des prénoms qui commencent par Lu, donc voilà, du coup ils sont tous surnommés Lulu et c'est pour ça donc qu'on a ce groupe des Lulus. Il y a un 5e personnage qui va venir s'ajouter, qui est le personnage de Luce, qu'on voit ici, qui est une jeune fille dont le prénom en fait commence aussi par Lu, du coup elle va réussir à s'intégrer à ce groupe. J'ai bien aimé, en fait, j'aime bien dans cette série le fait que ça montre vraiment l'aspect des civils en fait pendant la guerre, et j'ai bien aimé ça. Et puis il y a également moins de titres quand même globalement sur la Première Guerre mondiale que sur la Seconde, et j'ai bien aimé également le fait que ça traite de ça. C'est une série également dont j'aime plutôt bien les dessins, donc voilà, j'étais assez curieuse de découvrir la suite. Après je dois dire que je m'attendais à ce que le tome 1918 soit la fin de la série, et clairement il ne répond pas du tout à toutes nos questions. En fait, à chaque fois, dans le tome 4, quand on les retrouve, ils sont toujours encore tous les 5. Et en fait, dans le tome 5, il y a un moment où ils sont séparés. Et donc en fait, le tome se finit sur un truc qui n'est pas une fin. Clairement pas. Du coup, on a quand même très envie de savoir la suite. Il faut savoir qu'il y a un hors-série en 2 tomes, donc La Perspective Luigi, qui est sorti, mais qui se passe en 1916, donc en fait entre les tomes 3 et 4, donc du coup ce n'est pas ça qui va vous donner la suite. Et par contre, il y a un livre là qui va sortir qui s'appelle juste La guerre du Lulu, Lucien, et qui est donc sur le personnage de Lucien, qui est le plus grand d'entre eux. Mais en fait, je me dis que si du coup ça veut dire qu'ils veulent faire un tome pour chacun des 4 ou 5 personnages pour nous raconter leur histoire après la guerre, même si je pense qu'ils ont chacun, franchement, vu les directions qu'ils prennent, je pense qu'ils ont de quoi faire un tome sur chacun d'entre eux. Et je me dis que s'il faut attendre un tome sur chacun d'entre eux, plus après éventuellement un tome qui les réunit tous, on en a encore pour un petit moment, et du coup je dois avouer que ça me décourage un petit peu d'avance, même si j'aime vraiment bien cette série, que j'aime bien les personnages, que je suis attachée à eux et que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver par la suite, notamment c'est vrai Lucien vu ce qui se passe à la fin du tome 5, mais voilà, c'est vrai que je m'attendais à une fin. Du coup j'ai mis la note de 16/20 à chacun de ces 2 tomes. Et ensuite, je vais donc vous parler d'un autre livre qui n'est pas une histoire, mais qui est un livre, donc on va dire que ça passe. Et il s'agit donc du sketchbook par Tiffs et qui s'appelle Fragments. Il s'agit d'un titre en fait qui était proposé en contrepartie d'un financement sur Ulule. La campagne de financement est donc terminée vu que je l'ai reçu, mais Tiffs a quelques exemplaires qui seront ensuite mis en vente. Pour ça il faut attendre la fin de tous les envois de la campagne puisqu'il y avait des dédicaces, etc. Donc voilà, tout n'est pas fini, donc ça va pas être pour tout de suite maintenant, mais en tout cas c'est prévu, donc pour ceux qui souhaitent se le procurer, ce sera possible d'ici quelques semaines je pense. Et en fait donc Tiffs c'est une illustratrice dont j'aime vraiment beaucoup le travail et qui a donc proposé là un sketchbook, donc un carnet de croquis qui réunit un petit peu les différentes planches qu'elle a pu effectuer. Je vais vous en montrer quelques-unes. En fait, ce que j'aime énormément dans ce sketchbook, c'est que, alors il y a quasiment, on va dire qu'il y a une très écrasante majorité de portraits de femmes qui sont réalisés dedans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des portraits de femmes avec une très très grande diversité. Donc je trouve ça vraiment super chouette et à chaque fois, j'ai adoré tous ces portraits. Donc ça, c'est plutôt la première partie du sketchbook avec donc tous les différents portraits de femmes qui font également écho à différentes cultures, un peu à des chamans, etc. Donc il y a notamment celui-ci qui est clairement l'un de mes préférés. Je peux également vous montrer par exemple que je le retrouve. Voilà, on a ceci dans des ambiances un peu plus arabisantes. Donc voilà, on a pas mal de choses différentes. Après, il y a quelques portraits qui sont un petit peu plus du domaine de la fantasy. Que j'ai également trouvé très chouette. Et il y a également quelques animaux dans le domaine de la fantasy que j'ai adoré, notamment cette petite bestiole trop mignonne. Et puis, oui, on a également une petite partie avec un univers plutôt marin comme ça, que j'ai trouvé très chouette aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses différentes. Pour ce qui est des créatures un petit peu plus fantasy onirique, on a également ceci. Donc oui, pas mal de choses différentes. On a également une petite partie qui fait écho en fait à des textes qu'a écrit Tiffs, dont certains seront d'ailleurs publiés normalement l'année prochaine ou l'année d'après, je sais plus, mais en tout cas elle a annoncé qu'un de ses textes allait être publié. Et du coup voilà, elle a dessiné également des personnages qui font écho à ces histoires. On retrouve certaines illustrations qui ont été faites notamment pour des couvertures, je pense à celle-ci. Je
crois que c'est un roman aux éditions Plume Blanche. Et puis pour le Plib, puisque c'est elle qui a fait donc, la grande illustration du Plib, on a donc également le sketchbook de l'illustration en question, donc, qui est juste ici. Donc voilà, donc pas mal de petites choses. À la fin, il y a également quelques autres croquis dans lesquels on peut retrouver quelques personnages bien connus. Voilà. Donc ouais, vraiment un très chouette objet livre. J'aime beaucoup le travail de Tiffs. A été envoyé avec ça, donc diverses illustrations que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir soutenu ce projet. J'aime beaucoup la diversité qui est proposée par Tiffs dans ce carnet de croquis. Et puis bah, voilà, je vous recommande donc vivement de la suivre. N'hésitez pas à la suivre, notamment sur Instagram ou sur Facebook. Elle est assez active sur ces deux réseaux-là. Donc voilà, sur ce j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou si vous en avez déjà lu certains. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!